Mon oncle prévoit de marier sa fille adoptive, unique à Marek. Leur amour était déjà profond, et il s'épanouit encore plus, à la perspective de partager un foyer commun. Cependant, alors que les amoureux étaient plongés dans un bonheur absolu, une mauvaise nouvelle inattendue est venue briser cette atmosphère paisible. Rentre vite à la maison, Marek. Ton père est très faible, il est alité. Ce pourrait être ses derniers instants. Une minute d'hésitation. Il se précipite pour dire adieu à son amour. Puis il monte à cheval pour rentrer chez lui, le cœur lourd. À peine arrivé dans la cour, il voit sa tante, les yeux rougis, en pleurs. Marek n'a pas le temps de la réconforter. En 3 pas, il se précipite dans la maison, mais à peine arrivé dans le salon, sa belle-mère et son frère cadet l'ont arrêté. Ils ont prétexté que Marek n'était pas rentré depuis 3 semaines, craignant que son père, déjà fragile, ne soit trop bouleversé. Mais Marek savait mieux que quiconque que ce n'était qu'un prétexte pour l'empêcher de revendiquer l'héritage. Ignorant les efforts de son frère pour l'arrêter, il entra directement, et finit par rencontrer son père, au visage marqué par la maladie. Amaigri, il dit « Papa, je suis rentré ». Monsieur Pagel fit signe à tout le monde de quitter la pièce, ne gardant que son fils aîné Marek. Dans son regard, se lisait une profonde culpabilité qu'il ressentait pour lui. Il y a de nombreuses années, peu de temps après que sa première femme soit décédée d'une maladie grave, il avait épousé sa femme actuelle, et rapidement eu un fils et une fille. Bien que la belle-mère semble bien traiter Marek en apparence, en réalité, n'a jamais considéré que tu faisais partie de la famille. C'est pour cela qu'une fois adulte, Marek était presque toujours à l'extérieur, aidant son père dans les affaires, et revenait rarement à la maison, même lorsqu'il rentrait d'ailleurs. Il allait toujours rendre visite à son oncle en premier. Il sortit tout l'argent de la vente des vaches de sa poche, et cette fois, le posa sur la table, puis, suivant les instructions de son père, le rangea dans une boîte. Mais après avoir terminé tout cela, les émotions refoulées, de nombreuses années de Marek ont complètement explosé. Nous souffrons à cause d'une promesse. D'abord pour maman, maintenant pour papa. Marek comprend que cela est très important pour son père. Pour Pagel, ce qui compte le plus pour lui, c'est de préserver le domaine et les biens de son meilleur ami, afin que, lorsqu'ils reviendront un jour, ils aient toujours une maison où retourner. Il n'a pas seulement réussi à le faire, mais il l'a aussi préservé pendant 25 ans. Marek a été témoin de la façon dont cette promesse a été faite. Il y a 25 ans, le meilleur ami de Pavel, Augure, a participé à l'insurrection contre le tsar russe. Mais malheureusement, il a été vaincu et blessé pendant la guerre, et a donc été exilé en Sibérie. Néanmoins, la petite amie d'Augure était déterminée à l'épouser, avec lui vers la terre glaciale. Avant de partir, Augure a brisé en 2 sa bague de famille, et en a donné une moitié à Pavel, ainsi que tout son patrimoine. Begel n'a pas pris ces choses pour lui-même, et n'avait pas l'intention d'emménager dans le manoir luxueux. Il a ordonné au majordome de couvrir tous les meubles de drap blanc. Les domestiques ont également été retenus, comme si le propriétaire n'était jamais parti, et pour empêcher le gouvernement tsariste de confisquer vos biens, Begel a pris les devants, en utilisant une acquisition pour les transférer à son nom, et a finalement conservé l'intégralité des biens d'Auguste. Il n'a pas seulement évité de s'emparer de votre maison, mais par la suite, il a également pris soin avec attention de la ferme et des champs. Auguste a mis chaque centime qu'il gagnait dans une boîte, pour prendre soin, mieux du domaine et des affaires ici. Chaque semaine, il ne rentre à la maison qu'une fois, et le temps passé, au domaine, il ne dort que dans la chambre d'Ax en grave côté. Cependant, en faisant cela, il a négligé sa femme et son fils. Même le jour où sa femme est décédée, il ne pouvait pas être à ses côtés. La mort de sa mère a toujours été une épine dans le cœur de Marek. C'est pourquoi ses sentiments envers son père sont très complexes. Il y a du respect, mais aussi une rancune jamais exprimée. Pendant 25 ans, le domaine des ogres semblait comme si le maître n'était jamais parti. Les richesses accumulées ne cessaient d'augmenter. Mais Pagel n'a jamais pu attendre le retour de son ami. Avant de mourir, il a appelé toute sa famille à ses côtés, et leur a demandé ce qu'il souhaitait recevoir comme héritage. Le plus jeune fils fait semblant d'être modeste, en disant qu'il accepterait tout ce que le père lui donnerait, mais finit par révéler sa cupidité, en disant qu'il veut la maison où ils vivent actuellement. La fille dit qu'elle n'a pas besoin de terre, ni de quelconque bien. Elle souhaite seulement que le père lui permette d'étudier à Paris. Quand c'est au tour de Marek, il ne demande pas trop. Il veut juste la maison de campagne de leur mère décédée, à la campagne ainsi que le terrain derrière le chêne, appelé Alewatch, 10 au début du village. Cet arbre contient tous les souvenirs d'eux. Marek et sa mère, chaque fois qu'il y avait des moments difficiles, il allait là-bas, et seulement sous cet arbre, il pouvait ressentir des moments de paix.
quand tout le monde à la maison disait ce qu'il voulait. L'avocat est arrivé juste à temps. Bagel a suivi les souhaits du plus jeune fils, et a laissé la maison pour lui. Mais à condition il prenne soin de la tante jusqu'à la fin de sa vie. Quant au projet d'études à l'étranger de la fille cadette, il a également strictement averti sa femme de ne pas l'empêcher. Il faut laisser la petite vivre selon ses désirs. Mais le testament, le plus important concerne Trang, la propriété et tous les biens de son ami proche. Voyant que sa femme et son fils cadet lorgnaient toujours, Bagel avait déjà pensé à une solution. Si dans les 15 jours suivant son décès, ni Augure ni les membres de sa famille ne se manifestent, la ferme sera répartie équitablement, ainsi que ses pâturages entre les paysans et les ouvriers qui y travaillent. Quant au domaine, il sera légué à tous les domestiques. Ce mode de répartition établi par Pagel a évidemment déplu au plus jeune fils, qui s'est empressé de dire que lui et sa mère pouvaient aussi bien gérer cet immense patrimoine. Je ne changerai pas ma décision à cause de vous. Vous ne comprenez pas ce qu'est l'honneur. Bagel a confié cette mission importante à Marek, pour qu'il continue à protéger l'héritage des Augère. Il lui a remis la clé de la bibliothèque du manoir, ainsi que la moitié de l'anneau à Marek, en lui disant de se rappeler qu'il serait toujours le serviteur de la maison Augère. Après avoir donné ses dernières instructions, Bagel est parti avec regret. Après les funérailles, Marek revient chez lui avec peu de bagages. Il est accompagné de Rimko, qu'il considère comme son père adoptif. Rimko avait participé avec Auguste au soulèvement il y a 25 ans. Il n'avait plus rien et a été condamné à 5 ans de prison. Après sa libération, il n'avait nulle part où aller. Bagel l'a traité comme un frère, et l'a gardé chez lui. Et Rimko a toujours aidé à protéger les biens de son ami. Maintenant, il sait que la belle-mère de Marek ne le tolérera plus. Alors il est retourné au pays avec Marek, pour l'aider à surveiller ses terres, pendant qu'il gère le domaine. En voyant Marek revenir, Irena était plus heureuse que quiconque, car elle savait que le mariage qu'elle attendait depuis si longtemps était enfin proche. L'après-midi, Marek se rend à la rivière de son enfance pour nager. Peu de temps après, Irena le rejoint et dit que son père adoptif veut l'inviter à dîner. Marek pense qu'elle veut discuter de leur mariage. Alors il court vers la rive et embrasse Irena. Cependant, quand il apprend qu'il ne reçoit qu'un petit terrain derrière Wasti est seulement 5.000, il se sent immédiatement très déçu. Ces salauds t'ont chassé de la maison. Ces salauds rient dans ton dos. Il rit sûrement aussi de moi, rit de ce vieil homme. Nous ne nous soumettrons pas. Qu'est-ce que ça a à voir avec toi? Demanda Marek. Ne t'inquiète pas, je vais t'apprendre à riposter. Surtout en sachant que tu remplaces le père, pour continuer à protéger la famille. Les biens des autres ne faisaient qu'aggraver la colère de l'oncle. Il changea immédiatement d'avis, et décida de ne pas marier sa fille adoptive avec lui. Une promesse doit être tenue. Marek était déterminé. J'ai promis à mon père de ne pas aller contre sa volonté. J'ai également solennellement promis à mon oncle de ne pas laisser Irena finir comme ma mère. L'oncle savait qu'une fois Marek à la tête du domaine, cela signifie devoir travailler comme concierge gratuitement toute sa vie. En tant que père adoptif, il ne veut évidemment pas qu'Irena épouse un imbécile qui ne se soucie pas de sa famille. Il donne à Marek un délai de 3 mois, si à la saison des récoltes de blé il n'a toujours pas gagné 10 000. Alors lui et Irena n'auront plus aucune chance. Marek affirme fermement qu'il gagnera certainement assez d'argent pour revenir. Mais Irena, en entendant les deux se disputer, est très inquiète. Inquiète que le mariage tant attendu s'effondre. Elle était assise sur le banc devant le grenier, en larmes. Lucas, le domestique de la maison, s'est précipité pour la réconforter en disant que si c'était Marek, il ne renoncerait pas à elle pour s'occuper du domaine de quelqu'un d'autre, et qu'il ne comprenait pas du tout Marek. Irena répondit, « Ne pleure plus, imbécile. Un jour, tu me remercieras. » Irena courut vers la rivière, et finit par trouver celui qui se préparait à traverser, de l'autre côté. Marek tenait fermement la main de la fille qu'il aimait. Il a promis qu'il ramènerait sûrement de l'argent, et qu'à ce moment-là, il viendrait te chercher en grande pompe. Attends-moi à Wasti. Marek embrassa tendrement Arena pour lui dire au revoir. Puis il prit un bateau pour rejoindre le domaine d'Augère de l'autre côté. Il était comme son père. Il ne restait dans aucune des chambres du domaine, mais utilisait une pièce adjacente comme logement temporaire. Le lendemain, il rassembla tous les domestiques du domaine, en tant que nouveau responsable du domaine, pour les présenter après le petit déjeuner. Il se rend directement au pré pour vérifier le nombre de vaches laitières, puis traverse la prairie jusqu'au champ, pour voir comment se portent les cultures cette année. Tout l'été, il n'a cessé de patrouiller dans les prés et la ferme. Pendant ce temps, il a également pris le temps d'aider les voisins à vendre du bétail.
obtenant ainsi 5 000 dons de rémunération généreuse, plus les 5,000 que papa avait laissés auparavant. 10,000 suffisent pour louer un autre terrain. À ce moment-là, elle acceptera sûrement de marier Irena avec moi. La dernière fois, Marek est allé en ville et a acheté une bague. Il attendait juste de finir la récolte dimanche, pour revenir demander sa main. Mais il ne pouvait pas imaginer que cette bague n'aurait plus jamais l'occasion d'être portée par Irena. Dans un autre contexte, la belle-mère et le demi-frère, ils ont retiré les décorations symbolisant la famille sur les murs, estimant que ces objets étaient trop vieux et sans vie. Désormais, cette maison est entièrement sous leur contrôle. Le frère cadet a même dépensé une somme importante pour commander des tableaux, paysagers modernes d'ailleurs, afin d'adopter le mode de vie des riches. Il a même invité un expert financier de la ville. Le salaire mensuel est également le plus élevé du marché, et en même temps, pour se rapprocher de l'aristocratie de la haute société, il dépense son argent sans compter, en jouant les fils de famille riches. Selon lui, bien que son père ait confié le domaine et les pâturages à Marek, les descendants d'Ogurda ne sont jamais apparus, et devraient donc leur revenir un jour, plutôt qu'à ces misérables-là. Les actions du deuxième frère rendent sa sœur cadette difficile à accepter, bien qu'ils soient nés de la même mère. Dans le cœur de la sœur, c'est le frère aîné, fils d'un autre père, Marek, qui est l'homme fort et digne de respect. Tandis que son frère biologique est un fils à papa, qui passe ses journées à ne rien faire. Elle ne veut pas trop s'impliquer dans les affaires familiales. Le plus réjouissant pour elle en ce moment est de pouvoir étudier à Paris. Ce jour-là, la meilleure amie est revenue de Paris. La petite sœur s'est empressée de partager cette bonne nouvelle avec elle, en pensant qu'elle pourrait se retrouver à Paris dans un mois. Les deux jeunes femmes ne pouvaient cacher leur excitation. Mais la petite sœur ne pouvait pas imaginer que les frais de ses études à l'étranger avaient déjà été dépensés par son grand frère, et que le frère cadet de Marek avait une grosse dette à l'extérieur. Non seulement il avait utilisé les 5 000 dong qui lui étaient attribués pour rembourser ses dettes, mais il avait aussi secrètement pris la part de leur mère et de leur sœur, et il avait encore des dettes à régler. Combien encore? La belle-mère demanda, le visage blême. Pas beaucoup. Combien? Environ 20 000. La belle-mère n'en revenait pas, son mari venait à peine de mourir, et le plus jeune fils avait déjà causé de si gros ennuis. Maintenant, il n'y avait plus d'argent de côté pour envoyer sa fille étudier à l'étranger. Après mûre réflexion, elle plaça ses espoirs dans le mariage de sa fille, espérant qu'elle pourrait épouser un homme riche, et abandonner l'idée d'étudier. Ainsi, non seulement cela permettrait d'économiser une grosse somme d'argent, mais aussi d'utiliser la dot pour aider la famille à rembourser ses dettes. C'est pourquoi elle a spécialement organisé avec son fils cadet une fête, sous prétexte de célébrer une récolte abondante. Mais en réalité, c'était une rencontre arrangée pour sa fille. Seulement, la fête venait à peine de commencer, que la sœur cadette a entendu sa mère dire à sa meilleure amie qu'elle avait abandonné l'idée de partir étudier à l'étranger. La petite sœur compréhensive ne pose pas de questions sur place. Elle ravale sa colère et retourne dans sa chambre. « Pourquoi maman a changé d'avis ?» demande-t-elle quand sa mère entre dans la chambre. « Calme-toi, toute la maison est pleine d'invités. Les hommes ne supportent pas les femmes instruites, » répond la mère. « Pour toi, aller à l'université est ce qu'il y a de plus important. Tu en sais déjà assez. L'université n'est pas nécessaire pour toi. » La mère ne prête absolument aucune attention aux supplications de sa fille. « Je ne te laisse pas refuser. Ils veulent te marier à un homme riche, qui vient de perdre sa femme. Ton amie a clairement vu ton désespoir. » Le lendemain, elle est allée directement sous l'arbre Puyawatch, et là, elle a effectivement rencontré Marek. À ce moment-là, il répétait sa demande en mariage. Ton ami lui a raconté toute l'histoire de ta sœur, espérant qu'il puisse intervenir pour empêcher cela. On ne peut pas détruire la vie d'une jeune fille. Ils veulent la forcer à se marier. Tu dois la sauver. Tu sais à quel point ses études sont importantes pour elle. C'est son rêve. Maria n'avait pas l'intention de retourner dans cette maison, mais pour l'avenir de sa sœur, tu as quand même accepté de revoir sa belle-mère. Mais dès que tu as vu sa tante, ta colère était incontrôlable. Incroyable. La belle-mère l'a encore laissée dans la chambre des domestiques, étroite et misérable. En voyant les yeux rouges de sa sœur à force de pleurer, Marek en avait le cœur encore plus brisé. Quant à la belle-mère, en le revoyant, elle s'est mise à pleurer, se plaignant des mauvaises récoltes, et de la mort de nombreux animaux. Mais ce qui la désespérait encore plus, c'était que son plus jeune fils avait encore une montagne de dettes. La famille ne va plus pouvoir survivre. Maria prend son portefeuille et interrompt les pleurs simulés de sa mère. Elle lui demande combien elle doit exactement, voyant qu'il veut l'aider. La belle-mère commence à jouer la comédie. 30 000, rien que ça.
Elle pensait qu'elle pourrait obtenir de l'argent, grâce à son talent d'actrice, mais Marek a appris à se méfier. Il accepte de lui donner une partie de l'argent et des terres, mais elle doit lui écrire une reconnaissance de dette. La condition pour emprunter de l'argent est de restituer les biens, qui appartiennent à la petite sœur, et de lui permettre d'étudier à Paris. Je m'occupe moi-même des affaires de ma fille. Les femmes qui étudient trop ne causent que des problèmes. Si vous ne la laissez pas partir, je ne prêterai pas un sou. Tu es en train de me forcer à emprunter à des taux usuraires. C'est la condition. Marek a laissé tout l'argent qu'il avait prévu pour demander en mariage. En partant, il a ramené sa tante chez elle, pour éviter qu'elle continue à être maltraitée par sa belle-mère ici. En arrivant à la maison, en regardant la bague de fiançailles, Marek avait un air complexe. Mais à ce moment-là, Lucas, le domestique de la maison, est venu dire que Marek avait promis de marier Irena avec lui. Irena a dit quoi? Marek a demandé, le cœur lourd, je l'ai toujours aimé profondément. Je suis prêt à tout sacrifier, même ma vie. Marek et Lucas ont toujours été comme des frères. Tu comprends bien la dignité de Lucas NDT0, et tu sais qu'il ne changera pas d'avis. Tu essaies de cacher la tristesse sur ton visage, sans aucune colère envers Lucas. À ce moment-là, sa sœur et sa meilleure amie arrivent en courant. Le sourire sur le visage de sa sœur suffit temporairement à dissiper la tristesse de Marek. Il conseille à sa sœur, une fois à Paris, de chercher le plus grand journal là-bas pour publier une annonce, afin de retrouver la famille Augu. Ce n'est que lorsque cette affaire sera résolue que tu pourras vraiment vivre pour toi-même. Cet après-midi, Marek est venu chez toi pour convaincre ton père, mais il a été témoin de la scène où Lucas demandait Irena en mariage. Ce qui l'a encore plus blessé, c'est qu'Irena n'a pas refusé. Marek n'est pas resté, mais est retourné au manoir de l'autre côté de la rivière. Dans les mois suivants, il n'arrêtait pas de patrouiller les prairies de la ferme, en aidant la voisine à vendre du bétail pour gagner de l'argent. Il n'avait pas une minute de libre, juste pour rester occupé et ne pas penser à Irena. Ce jour-là, il a soudainement reçu un télégramme de Paris. Le contenu a fait halter Marek, habituellement si calme. Aussi a-t-il halté. Il a embrassé le majordome avec enthousiasme. Le vieil homme est perplexe. Ce jour-là, comment faire? Que va-t-il se passer? Le majordome demande si la famille Augure est revenue. Elle pensait être une orpheline. Sans père, sans mère, sans rien en main. Mais un jour, elle est tombée par hasard sur une annonce de recherche de personnes dans le journal, et a découvert qu'à son village natal, loin de là, une grande fortune l'attendait. Succédé au moment où Irena est accueillie à la gare, Marek, tellement ému qu'il ne sait pas comment l'exprimer, bien qu'il regrette de ne pas avoir pu attendre Roger lui-même. Mais le retour de sa fille est considéré comme l'accomplissement du souhait de son père. Il se précipite pour emmener Irena voir un avocat. Après avoir soigneusement comparé et vérifié les deux moitiés de la bague, il est finalement confirmé qu'elle est bien l'héritière légitime de la famille Auger. Étant donné que l'héritier légal est apparu, je déclare, conformément au testament d'il y a 25 ans, que l'ensemble des biens de monsieur sont confiés à son ami proche, Pagel pour gestion. Ces biens sont officiellement transférés à Irina. Irina Augure exprime sa gratitude envers Marek et son père, pour tout ce qu'ils ont apporté à la famille. Elle rend également hommage au nom de ses parents décédés, en leur témoignant son respect. Mais envers Marek, elle éprouve en plus une certaine admiration, parce qu'il n'y a pas beaucoup de jeunes qui peuvent résister à la tentation. De l'argent, comment puis-je te remercier pour toutes ces années de dévouement? Tu me demandes, je ne fais que tenir ma promesse à mon père. Je ne cherche pas de récompense. Je suis heureux d'avoir trouvé le propriétaire du manoir. Marek a temporairement arrangé pour Irena et son ami de séjourner dans un hôtel. Quant à moi, je dois retourner au manoir avant eux, pour arranger les choses. Mais avant de pouvoir partir, il a rencontré son frère qu'il n'avait pas vu depuis longtemps. Marek en a profité pour briser les illusions de son frère, et lui a dit que l'héritier légitime de la famille, Augu, était apparu, et que tous les biens avaient été entièrement transférés. Le domaine et les pâturages ne nous appartiennent plus? Le frère demande, stupéfait, à son frère. Elles ne nous ont jamais appartenu. Il ne prête aucune attention au visage contrarié de son frère, et retourne rapidement à la demeure avant lui. Quelques heures plus tard, Irène et son amie montent en calèche pour rentrer chez elle. Bien qu'elle n'ait jamais vécu ici, quand ses parents étaient encore en vie, ils lui parlaient souvent de leur terre natale, avec nostalgie. Cette terre a toujours été gravée dans sa mémoire. Au même moment, Marek avait également arrangé pour les domestiques de préparer la cérémonie d'accueil. Voyant la calèche, il ordonna rapidement aux musiciens de jouer et chanter, pour qu'Arena, dès son entrée dans la cour, ressente la chaleur de la famille.
En arrivant au portail principal, le majordome tremblant sortit la clé du manoir. Ému, il l'a remis à Irena pour qu'elle ouvre elle-même. Le portail est resté fermé pendant si longtemps. Cependant, après l'avoir ouvert, elle n'est pas entrée tout de suite, mais s'est tournée vers Marek. Peut-être devrais-tu entrer en premier, et me faire visiter la maison. C'est toi la maîtresse de maison ici. Cependant, devant sa main tendue, Marek a quand même avancé, guidant la jeune fille anxieuse vers son foyer. Entrée dans une vieille maison où elle n'avait jamais vécu. Tout dans le domaine semblait neuf, et ressemblait exactement à la maison décrite par ses parents. Irena savait que Marek et son père avaient certainement consacré beaucoup d'efforts pour qu'elle puisse retrouver les traces de la vie de son père. Ce qui l'a surprise, ce n'était pas seulement de voir le portrait de son père défunt, mais aussi une fête de bienvenue que Marek avait soigneusement préparée ensuite. Mais ce qu'Irena ne s'attendait pas, c'est que lui-même n'avait pas l'intention de participer à cette fête joyeuse. Il voulait retourner dans son bureau pour organiser les comptes, la liste des biens et des éléments, afin de les lui transmettre rapidement. Il ne se connaissait que depuis moins d'une journée. Mais Irina, j'ai vu le côté bienveillant de cet homme, et j'ai commencé à ressentir quelque chose de différent pour lui. Le soir venu, c'était l'heure de se reposer. Mais la bougie dans la chambre à côté n'était pas encore éteinte. Irena est passée, et a vu que Marek était encore en train de ranger des documents. Ce sont les papiers de planification et d'organisation pour cette année, les registres et les rapports. Dois-je vraiment étudier tout cela? Vous avez demandé, oui, ma mission est accomplie. Vous vous êtes lentement approché de Marek, et lui avez demandé s'il reviendrait vous aider plus tard. Marek a répondu qu'il avait tenu sa promesse, et qu'il était maintenant temps de bien s'occuper de ses terres. De plus, le domaine a toujours eu son propre expert financier. Il croit qu'ils vous aideront mieux que lui. Vous ne comptez pas me montrer les biens? Je vais y aller. Demain, je vous emmènerai. Bonne nuit. Après le départ d'Irena, Marek poussa un soupir de soulagement. Il n'osait même pas respirer à l'instant. Son cœur battait à un rythme effréné, du jamais vu. Le lendemain, quand Irena se réveilla, le jour était déjà bien levé. Dormir dans la chambre de ses parents lui procurait un profond sentiment de paix. Dans la cour, les domestiques arrachaient les mauvaises herbes du jardin, et la servante avait déjà apporté le petit déjeuner dans la chambre. Tout cela faisait qu'Irena se sentait comme une véritable demoiselle, qu'elle n'avait jamais expérimentée. À ce moment-là, Marek était déjà descendu, prêt à lui faire visiter les prairies. D'après les récits de Clara, l'amie d'Irena, il a appris qu'à l'époque, les parents d'Irena étaient décédés en Sibérie. Elle n'avait alors que 12 ans. Heureusement, les parents de Clara l'ont recueillie, et lui ont offert un refuge. Ils n'ont pas seulement adopté Irena, mais ils l'ont aussi traitée comme leur propre fille. Ils lui ont permis d'aller à l'école. Irena a dit avant de mourir que son père lui avait donné un sac déchiré. À l'intérieur, il y avait une moitié de bague de famille et une poignée de terre, venue de sa patrie. Son père avait toute sa vie désiré retourner dans son pays, mais finalement, il n'a jamais pu réaliser son souhait. Un jour, j'ai vu une annonce pour retrouver mon père dans le journal. Le nom de famille des deux personnes. Mon père en parlait souvent dans ses histoires. Alors j'ai écrit une lettre à Paris. En arrivant à Paris, Irena a découvert que celle qui avait aidé à publier l'annonce était la sœur de Marek. C'est aussi grâce à elle qu'elle a pu retourner dans son pays natal, et hériter d'une grande fortune. Marek ne pense pas qu'ils aient fait quelque chose d'extraordinaire, car ses domaines et ses prairies étaient à l'origine la propriété de la famille Auger. Il continue à emmener Irena voir les pâturages et la ferme. Il ne s'attendait pas à ce qu'elle propose d'embaucher Marek pour gérer les biens. Le salaire peut être fixé librement. Marek, sérieux, a dit que lui et son père protègent cet endroit, et que ce n'a jamais été pour l'argent. Son père le fait pour un ami, et lui le fait pour tenir une promesse faite à son père. Cet endroit est très facile à gérer, ce n'est pas aussi grand que vous le pensez. Si vous pensez ne pas pouvoir vous en occuper, je vais trouver un nouveau majordome pour vous. Je crois que vous pouvez. Je ne comprends pas les lois et les coutumes ici. Je crains de ne pas pouvoir m'y mettre tout de suite. Pouvez-vous m'aider? Aucun homme ne peut refuser la proposition pitoyable d'une femme. Marek ne fait évidemment pas exception. Il a l'air mal à l'aise en disant qu'il vous aidera sans condition. À tout moment où vous aurez besoin. Ils peuvent aller à la maison rurale de l'autre côté pour te chercher. Juste au moment où Marek s'apprêtait à monter dans le bateau pour partir, il a vu Clara. Elle est allée cueillir un bouquet de fleurs sauvages à côté pour l'offrir à Irena. La scène intime entre les deux a rendu Marek un peu mal à l'aise. Ce sentiment n'était pas moins intense que lorsqu'il a vu Irena se faire demander en mariage. Sur le chemin du retour, il est passé devant la maison de son oncle, et a pensé à lui rendre visite.
Il voit la cour de la maison en désordre et Irena, poursuivie par son oncle avec une hache. C'est alors que Marek découvre qu'après le mariage, Irena et Lucas ne sont pas heureux. La cause principale est l'oncle. Il pensait que Lucas, vivant chez lui, l'aiderait à surveiller les champs. Mais cette année, la sécheresse a presque détruit les récoltes. Il n'a pas gagné d'argent, et il se défoule sur le jeune couple. Lucas n'avait pas d'autre choix. Il a dû ramener Irena chez sa mère. Toute la famille s'entassait dans une petite maison en bois de moins de 10 mètres carrés. Aujourd'hui, Irena est revenue juste pour récupérer ses affaires. Mais à peine arrivée, elle a été chassée par son père adoptif. Pour aider son bon ami, Marek avait autrefois dépensé de l'argent pour acheter des outils de pêche. Les revenus étaient entièrement pour Lucas. Son acte de bonté envers Lucas a fait en sorte que ce dernier, extrêmement honteux, peut-être dès le début, il n'aurait pas dû accepter d'épouser Irina. Non seulement il a ruiné un mariage, mais il s'est aussi plongé dans l'abîme. Les choses en sont arrivées là. Ne blâme pas toujours les autres pour tes erreurs. Marek conseille dans une autre scène. Irina apprend activement à gérer les biens familiaux. Elle ne s'attendait pas à ce que le frère de Marek arrive sans invitation. Je vous invite à découvrir les paysages magnifiques de ma région. Bien que Marek n'ait jamais dit du mal de son frère, mais Irina n'a aucune sympathie pour cet homme. Elle sait aussi que sa présence ici n'est pas aussi simple qu'il le prétend. Elle vient tout juste d'hériter d'une grande fortune, et est devenue la cible de nombreuses convoitises. Et l'autre est un fils à papa, oisif et incapable de faire quoi que ce soit. Réalisant qu'il n'était qu'un bon à rien, Irina a délibérément joué un mauvais tour, en lui demandant de réparer la batteuse cassée, comme elle l'avait imaginé. Je crois que j'ai tourné dans le mauvais sens, dit-il, embarrassé. Même si Irina ne montrait aucun mépris, elle a dit que son frère aîné, Marek, serait probablement meilleur. Le frère cadet non seulement n'a pas gagné le cœur de la belle, mais a aussi mis en valeur les qualités de son aîné. En colère, il est descendu à la campagne. Mais il ne s'attendait pas à ce que Marek ne soit pas chez lui. Il s'est assis fièrement sur son cheval sans même descendre pour la saluer. Et il lui a simplement demandé, ainsi qu'à Rimko, de transmettre un message à Marek. Dans un délai de 3 jours, il devait venir le voir pour redistribuer les biens laissés par leur père. Récemment, il ne sait pas comment, il a réussi à entrer en contact avec un marchand de bois d'une autre région et envisage même de vendre les arbres, le terrain vague et la forêt de chênes derrière. Ce terrain appartenait déjà à Marek, mais après avoir appris la valeur des chênes, il a soudainement changé d'avis, pensant que Marek avait fait une bonne affaire. L'impudence et la cupidité de son neveu faisaient que sa tante ne pouvait que secouer la tête, ne comprenant pas comment la famille avait pu engendrer un tel enfant. Depuis qu'elle s'était installée à la campagne, il n'est jamais venu rendre visite, tout comme sa mère, qui ne pense qu'à l'argent et aux intérêts. Cependant, la piété filiale de Marek, ainsi que le calme et la sérénité de la campagne, ont comblé les espoirs déçus de sa tante. Ajouté à la compagnie de son vieil ami Rimko, la vie a finalement retrouvé de l'espoir. Ce jour-là, Irena accueillit un grand panier de prunes pour les deux, tout en discutant et en épluchant des graines, préparant des gâteaux. À ce moment-là, la sœur de Marek entre en courant, toute excitée. Elle vient de rentrer de Paris pour les vacances d'été. En apprenant qu'elle s'était installée à la campagne, elle s'est empressée de venir avec sa meilleure amie. La tante, émue, ne pouvait pas parler. Évidemment, la nièce qu'elle avait élevée seule avait des qualités différentes de sa mère et de son frère. Dans un autre contexte, Irina et Clara sont venues du manoir d'en face pour demander à Marek de réparer la batteuse. À peine arrivées au village, elles ont été émerveillées par le chêne centenaire. Elles ont enfin pu voir l'arbre dont leur père parlait. Dans ces récits, le chêne ne contient pas seulement les beaux souvenirs de Marek et de sa mère, mais il est aussi considéré comme sacré par tout le village. Malgré la guerre, il reste toujours à sa place, comme symbole et espoir de toute la nation. Passe par ici, regarde ça. Irena demande son chemin. Elle finit par trouver la maison de campagne de Marek, en apprenant qu'elle est la fille d'Auguste Rimko. Il l'invite chaleureusement dans la cour, pour déguster des tartes aux prunes qu'il vient de préparer. Voici l'héritière de la famille Auguste. Irena dit avec un peu de gêne. Désolée de vous déranger. Vous êtes trop poli, la table est grande. Il y a aussi beaucoup de nourriture. La sœur de Marek a présenté tour à tour chaque personne dans la cour à elle. Elle a même chaleureusement invité elle et son fiancé à rester dîner. Irena s'est empressée d'expliquer qu'elle et Clara ne sont pas en couple. Ils sont juste frères et sœurs, et amis. En entendant cela, la petite sœur sembla soupirer de soulagement. Ses yeux regardant Clara étaient pleins de timidité juvénile. En voyant qu'elle élevait beaucoup d'abeilles, Clara courut curieuse, voulant savoir comment le miel était fabriqué. Mais elle fut soudainement attaquée par une abeille.
Ne bouge pas, ne cours plus, dit précipitamment la petite sœur. Calme-toi, ne bouge pas. La petite sœur retira soigneusement le dard de l'abeille de son front, puis elle t'a mis de côté, et t'a appliqué personnellement son remède spécial à base de plantes. Après le petit incident, Marek est revenu épuisé de sa chevauchée. La nuit dernière, le seul moulin à eau du village a été emporté par l'eau. Tôt ce matin, il est parti avec d'autres villageois pour le chercher. Finalement, en aval de la rivière, à 10 kilomètres de là, ils ont retrouvé le moulin à eau, et les réparations ont pris beaucoup de temps. C'est pour ça qu'on n'a pas vu ton ombre de toute la journée. Ta tante, inquiète, voulait te préparer quelque chose à manger. Mais Marek a dit qu'il n'avait pas faim. Ses yeux, toujours distraits, se tournaient vers Irena, comme si elle sentait son regard. Irena se leva doucement de sa chaise. Tout à l'heure, ta sœur a cru que Clara était ma fiancée. Toi aussi, tu le penses? Marek semblait mal à l'aise. Il ne répondit pas à sa question. Irena ne pose plus de questions et lui propose une promenade. Ils marchent doucement à travers le village, se promènent le long de la rivière et finissent sous un arbre. Marek n'est pas très bavard. Il écoute en silence les histoires d'Irena. Elle raconte où elle et ses parents vivaient quand elle était petite. Mais quand elle parle du décès de sa mère, Marek voit des larmes scintiller dans ses yeux. Il veut poser la main sur l'épaule d'Irena pour la réconforter. Mais quand elle s'est soudainement retournée, il a pris peur et a retiré sa main. N'y pense plus, c'est du passé. Irina a repris son calme, retrouvant son air enjoué comme au premier jour. Espiègle. Elle lui a demandé quand il viendrait enfin réparer sa machine. Marek a promis qu'après avoir aidé son voisin à vendre le bétail, il viendrait la voir au domaine. Les paroles de Marek, Irina n'avait aucune raison de ne pas y croire, car elle avait rapidement perçu les bonnes qualités et la fiabilité de ses paroles et actions. Dans une autre scène, le frère de Marek se fait gronder par leur mère, qui lui reproche de ne pas avoir gagné un sou depuis des mois. Si ça continue, il devra aller supplier Marek, pour voir s'il pourrait encore l'aider par solidarité fraternelle. Le frère prend des airs de maître de la maison, déterminé à ne pas aller demander à ce grand frère pauvre comme Job. Il a donné à Marek un délai de 3 jours pour venir. Si avant demain il ne se montre toujours pas, il a un autre plan en tête. Ce plan consiste à vendre en cachette des arbres dans le terrain vague, qui ne lui appartiennent pas, ainsi que les chênes sur le terrain derrière. Rimko a emmené son chien préféré. Pendant qu'il cherchait des pièges à animaux dans la forêt, il a entendu par hasard la conversation de son frère cadet avec le marchand de bois. Il les a suivis tout le long du chemin, et a découvert près de l'arbre Watch 10, qu'il y avait déjà plus de 10 bûcherons rassemblés. Au lever du jour, ils allaient commencer à abattre l'arbre. Il s'est précipité pour annoncer la nouvelle à Marek, et Marek a veillé dans la forêt toute la nuit. Au lever du jour, il a effectivement vu le marchand de bois apparaître, et jeter la statue du dieu au pied de l'arbre. L'intention de l'abattre était claire. C'était évident. Tu étais comme une bête sauvage. Tu as mis toute ta force pour te jeter sur le marchand, puis tu as pris la hache, et tu l'as abattu sur l'homme à terre, au moment crucial. Irena est apparue à temps pour intervenir, et elle a empêché Marek de commettre une grave erreur. Je sais que c'est ton arbre, mais ne tuez pas pour autant. Donne-moi la hache. Vite, donne-moi-la. Irena attrape la hache et la jette violemment de côté. Elle soutient Marek, qui est fou de rage. Assieds-toi, mais il vient de se calmer. Le marchand de bois, bousculé, se relève en titubant. Il dit avoir payé 10 000 d'acompte pour acheter le terrain derrière, et avoir le droit d'abattre tous les arbres. Juste au moment où les deux parties se disputaient, la gendarmerie est arrivée juste à temps. Le marchand de bois a calomnié en disant que Marek l'avait attaqué sans raison, mais Irena s'est avancée pour témoigner, en disant que le marchand avait trébuché sur une pierre et était tombé, et que Marek n'avait rien à voir avec cela. Marek ne s'attendait pas à ce qu'elle mente pour lui. Il était profondément ému par son courage à le défendre. Au même moment, les villageois apprennent que l'arbre sacré est sur le point d'être abattu. Ils ont apporté des armes pour s'y opposer. Le capitaine de la gendarmerie s'appuie sur les documents prouvant que ce terrain appartient légalement, et déclare que le contrat de bois signé par le frère de Marek est nul et non avenu. Tant que le propriétaire, Marek, n'est pas d'accord, personne ne peut décider où abattre un arbre sur ce terrain. À ce moment-là, le frère cadet vient d'acheter une voiture de luxe, pour que leur mère puisse aussi en faire l'expérience, et ressentir ce que c'est d'être une dame de la haute société. La mère pensait que son fils avait vraiment un don pour gagner de l'argent, sans savoir que c'était 10 000 dongs escroqués à un marchand de bois. Quand le marchand de bois, furieux, est venu réclamer son argent, le frère cadet a effrontément répondu qu'il avait déjà tout dépensé, et que s'il n'était pas satisfait, il pouvait aller voir son grand frère.
qui était bien plus riche que lui. Le marchand de bois a dû se résigner à aller le voir. Marek a donné 10 000 comme dernier paiement, ajouté à l'argent qu'il avait déjà donné à son frère. Cela faisait exactement 20 000. Mais il ignorait qu'au fond de Marek, les arbres de Wasti et les chênes étaient totalement inestimables. Le marchand fut chassé par Marek comme une mouche. Il n'avait absolument aucune chance. Voyant que l'affaire avait échoué, son amour-propre blessé s'ajouta aux 10 000 perdus, rendant le marchand de bois extrêmement en colère, et commettant un acte insensé, détruisant les précieux souvenirs de Marek. Sa belle-mère et son frère cadet avaient clairement reçu plus de biens, mais convoitaient toujours le petit terrain qui lui avait été attribué. Ils avaient même préparé secrètement la vente du terrain à un marchand de bois d'une autre région, bien qu'il ait finalement prouvé que son frère était coupable d'appropriation de biens. Mais Marek pense que les arbres n'ont pas encore été abattus, donc il ne veut pas poursuivre, et encore moins affronter son frère cadet au tribunal. Mais sa clémence reste inchangée, et il reçoit la gratitude de son frère et de sa belle-mère. Ils organisent même une fête à la maison, en invitant toutes les personnalités influentes de la ville. Pendant la fête, la mère et le fils jettent de l'huile sur le feu, en disant que Marek les avait trompés lors du partage des biens en feignant la pauvreté, pour obtenir ce terrain précieux, et même sa tante, pour détruire l'harmonie familiale. Alors que les autres étaient encore sceptiques, une vieille dame riche et aveugle s'est levée, pour critiquer Marek, pour son ingratitude et sa trahison envers sa petite-fille. Qu'est-ce qu'il a encore fait? Tout le monde murmurait, « Mesdames et messieurs, regardez ma pauvre petite-fille ici. » Il s'avère que depuis le début, c'était Marek, aider la vieille dame à vendre du bétail pour gagner de l'argent. La famille de la vieille dame n'a pas de fils. Il n'y a que la vieille dame et sa petite-fille qui se soutiennent mutuellement. Les travaux agricoles sont tous confiés à Marek. Elle voit en ce jeune homme une personne vertueuse et honnête, qui travaille avec soin. À chaque transaction, il ne prend que la rémunération qui lui est due. Il n'est jamais avide d'un centime de plus. C'est pourquoi elle veut marier sa petite-fille avec lui. Il suffit que la famille ait besoin de Marek. Ils aideront inconditionnellement. C'est aussi pour cela que la vieille dame pense que tu as des sentiments pour sa petite-fille. Hier, elle a reçu une invitation de la belle-mère de Marek, pensant que la famille de Marek voulait discuter du mariage. Elle était heureuse et a dit à Marek de se préparer à faire sa demande. Agenouille-toi, Marek. La vieille dame lui a dit cela devant tout le monde lors de la fête. Madame Wanda, je pense que vous avez mal compris. Marek était confus. S'il te plaît, ne plaisante pas, ta famille a déjà envoyé l'invitation. La vieille dame ne s'attendait pas à ce que tu refuses. Elle a immédiatement ressenti une profonde humiliation pour elle et sa petite-fille. À ce moment-là, Marek ne savait pas qu'il était accusé de cette manière. Il était avec les autres villageois, en train de replacer la statue du dieu, jetée dans le creux d'un arbre. Avec la plus grande dévotion, ils protégeaient leur arbre sacré. Enfin, tout le monde a lâché des lanternes flottantes, portant des bénédictions et des prières sur la rivière. Un rituel sacré venait d'être accompli. Après avoir tout terminé, Marek ne rentra pas tout de suite chez lui. Il ne savait pas non plus pourquoi il cherchait Irena. Mais dès qu'il entra dans la cour, il s'arrêta, en voyant la silhouette gracieuse, sous la lumière chaude des bougies à l'étage. Il se souvint soudain de la différence de statut entre eux. Irena était une demoiselle de haute naissance, tandis que lui, au mieux, n'était que le fils d'un fermier. Pendant de nombreuses années, tu as toujours existé en tant que serviteur de la famille Augu. Alors que Marek hésitait à être courageux 1x0, il aperçut soudainement de l'autre côté de la rivière un feu intense. C'était la direction de sa maison de campagne. Dans la nuit noire, il n'eut pas le temps de trouver un endroit pour amarrer le bateau. Il sauta directement dans la rivière glaciale et nagea de toutes ses forces. À peine arrivé sur la rive, il vit son chien bien-aimé brûler. Quand Marek est rentré chez lui, les villageois s'étaient déjà rassemblés en grand nombre autour, et la maison rurale où il vivait avec sa mère avait déjà été dévorée par les flammes violentes. D'un côté, les villageois s'étaient portés volontaires pour aider à éteindre le feu. Irina et Clara, après avoir reçu la nouvelle, s'étaient également précipitées sur place. Clara, voyant l'oiseau dans la cage à la fenêtre crier sans arrêt, n'a pas hésité à se précipiter malgré le danger. Sauver le petit oiseau rat, mais ses mains ont malheureusement été brûlées par la cage en fer. Au même moment, Irena et la sœur de Marek se précipitent dans l'entrepôt voisin pour sauver les animaux précieux. Cependant, les mains de Clara sont brûlées. Son corps souffre terriblement. Le seul guérisseur du village est la tante de Marek. Mais la boîte en fer contenant les herbes médicinales et les livres précieux se trouve dans la maison. Lucas, tu as tout vu, les flammes rouges ardentes. Regarde ta femme pour la dernière fois. Puis couvre-toi et ne te retourne pas,
plonge dans la mer de feu. Bien que tu aies réussi à récupérer la boîte de médicaments, mais tu as dû en payer un prix élevé. Cet incendie a duré toute la nuit. Ce n'est que le lendemain matin qu'il a été complètement éteint. Marek regardait la maison noircie, le cœur troublé. À ce moment-là, les villageois ont également capturé l'incendiaire. En colère, ils s'avancèrent. C'était le marchand de bois qui voulait abattre l'arbre. Juste avant la tombée de la nuit hier soir, quelqu'un l'a vu rôder près de la maison de Marek. Et à peine parti, la maison était en flammes. Les villageois l'ont ligoté et emprisonné. Ils ont effectivement trouvé de l'huile, du feu et des allumettes sur lui. Il a agi ainsi par dépit d'avoir été escroqué par les deux frères Marek. Il pensait qu'ils avaient conspiré pour tromper les étrangers. Maintenant, le marchand de bois a été emmené par la police pour recevoir la punition qu'il mérite. Mais Lucas est en danger de mort à cause de ses brûlures graves. « Pourquoi as-tu couru là-dedans » demanda Marek d'une voix étranglée. Lucas murmura, chaque mot semblant s'échapper péniblement de sa poitrine brûlante. « Pour expier, et aussi pour te remercier. » Les jours après le mariage de Lucas se sont écoulés dans la souffrance, tourmenté non seulement par un mariage malheureux, mais aussi par les commérages des villageois. Et dans le cœur de sa femme, il y avait toujours l'image de Marek. Il regrettait d'avoir volé l'amour de quelqu'un d'autre, et se détestait de ne pas gagner d'argent. Méprisé par son beau-père, ses expériences finalement l'avaient rendu insupportable. C'est pourquoi il a choisi cette manière de mettre fin à sa vie. Avant de mourir, il a confié sa femme à Marek, en espérant qu'il puisse raviver leur ancienne relation. Mais Marek ne lui a rien promis, et a fabriqué lui-même un cercueil, pour dire adieu à son ancien bon ami. Depuis le moment où Irena a accepté de l'épouser, Marek savait qu'il n'y avait plus aucune chance entre eux. Le jour des funérailles, Irena est venue dire adieu à Lucas, même si Marek est resté silencieux du début à la fin. Mais Irena pouvait toujours voir la profonde tristesse sur son visage, seulement lorsqu'il a trouvé un signe en métal intact, dans les décombres, que son visage tendu s'est enfin détendu un peu. C'était un cadeau d'anniversaire de sa mère pour ses 6 ans. On disait que c'était un chevalier courageux, dans une légende. Depuis plus de 25 ans, il l'a toujours considéré comme un trésor, posé près de son lit. Mais ce dont il se souvient le plus, c'est l'histoire du chevalier. Le chevalier et la princesse dont maman parlait. À cause de la différence de statut et de rang, le chevalier se sentait très inférieur. Et à cause de cela, il a laissé passer la princesse qu'il aimait profondément. La princesse devrait lui dire que ceux qui s'aiment sont égaux. Arena murmura en regardant l'insigne. Alors, je peux ramener le chevalier pour qu'il me protège, non, n'est-ce pas? Marek plaça l'insigne dans la main d'Arena sans hésiter. Dans son cœur, ces paroles d'elle ont provoqué des vagues non négligeables. Cependant, ses émotions ont rapidement été remplacées par la réalité. Comment reconstruire la maison reste le plus grand défi pour lui. Peu de temps après le départ d'Irena, tous les agriculteurs de la ferme Augu, de l'autre côté de la rivière sont arrivés. Nous n'avons pas d'argent, et n'osons pas espérer une aide matérielle. Mais nous avons des bras et des jambes, une force inépuisable à utiliser, dit un fermier. Pourquoi êtes-vous si bon avec moi? Demanda Marek, ému. Parce que vous et votre père, vous nous avez traités comme des proches. Vous nous avez respectés, vous nous avez aidés, pour que nous ne souffrions pas de la faim et du froid. C'est donc maintenant le moment pour nous de rendre l'appareil. Bien que nous ne puissions pas aider financièrement, chaque famille a apporté de la nourriture. Les femmes t'aident à préparer le déjeuner, les hommes et les enfants nettoient les débris. Mais ce qui touche Marek le plus, c'est Rimko. Celui qu'il considère comme son père. Il emmène Marek en secret sous un grand arbre non loin, puis il dégage quelques pierres discrètes, et sort quelque chose de l'intérieur. Une boîte en fer rouillé. Tout le monde aide, même les paysans de l'autre côté de la rivière sont venus. Comment pourrais-je rester les bras croisés? Prends ça, Marek, ouvre la boîte. Il découvre que ce sont des billets de banque roulés, et c'est toute l'épargne de Rimko. Avec cet argent, tu peux aller en ville acheter du bois pour reconstruire la maison. Pas besoin de couper ces chênes précieux. Marek, ému, serre Rimko dans ses bras. La gratitude est exprimée directement par l'action. Bien que l'argent pour construire la maison soit disponible, les ennuis de Marek ne sont pas terminés, car son frère l'a de nouveau poursuivi en justice, réclamant une nouvelle répartition des biens de leur père. Cette fois, la belle-mère a convoqué tous les invités de la fête précédente, pour témoigner, prouvant que Marek n'a pas de bonne qualité, trompé une mère trop orpheline, alors que son fils a tout donné pour la famille. Il mérite de recevoir plus de biens. Mais elle ne pouvait pas imaginer que Marek avait déjà sorti toutes les factures d'achat de bétail et de location de terres agricoles qu'il avait faites pour la famille au fil des ans. Avec ses preuves irréfutables, ses mensonges s'effondreraient d'eux-mêmes.
Finalement, Marek a utilisé ses actions pour prouver sa valeur. Tout au long du processus, Irena était tendue, debout près de la fenêtre, en écoutant qu'il avait gagné le procès. Elle était aussi heureuse pour lui. Sur le chemin du retour, elle a demandé à Marek ses plans pour les jours à venir. Le visage de Marek n'a pas beaucoup changé. Il a dit qu'après avoir fini de construire la maison, continuera à gérer les champs. En écoutant ses plans, elle ne s'y trouve pas. Irina sourit timidement en disant qu'elle est maintenant veuve. Et qu'elle pourrait se remarier dans un an. Si leur histoire pouvait renaître, ce serait une bonne nouvelle. À ce moment-là, elle ne pourrait peut-être pas assister à leur mariage, car elle devra bientôt partir. Marek, dès leur première rencontre, il a ressenti quelque chose de différent. Irena, c'est juste que la différence de statut social est trop grande. Je ne peux que secrètement enterrer ces sentiments au fond de moi. Cependant, en entendant Irena dire qu'elle partirait bientôt, Marek, habituellement calme, est complètement paniqué. Tu dois rester, s'écrie-t-il précipitamment. Je n'ai pas de famille, qui se souciera de moi? Irena, triste. Tu es un héros, un chevalier qui n'a pas peur de la solitude. Mais je ne peux pas vivre ainsi. Avec le temps, tu t'habitueras aux gens ici et tu te marieras aussi. Tais-toi pour moi. Irena cria en poussant Marek, qui restait immobile comme un morceau de bois. Elle était en colère contre lui, clairement il avait des sentiments pour elle, mais il persistait à s'accrocher aux différences de statut. Irena se mit sur la pointe des pieds pour essayer de lui fermer la bouche. Mais la raison de faire de Marek l'emporta encore une fois. Il hésita un moment. Il a finalement admis ses sentiments pour Irina. C'est juste dans les mythes. Les chevaliers et les princesses n'ont pas de fin heureuse. Bien sûr, ils n'osent pas rêver trop. Je te tiendrai la main même à travers les montagnes et les mers de feu. Je suis prête à tout affronter avec toi, dit Irina avec des yeux déterminés. Même si Irina a été aussi proactive, Marek maintient toujours ses principes ridicules. Il promet de tout donner pour Irina. Même sa vie ne lui importait pas, mais il ne voulait pas l'épouser, car il craignait que les gens disent qu'il avait des intentions cachées. Irina savait que discuter davantage était inutile. Alors elle lui a donné un mois pour réfléchir. Si après un mois il n'avait pas changé d'avis, elle abandonnerait complètement, et quitterait cet endroit pour toujours. Irina, furieuse, se retourna et partit. Mais Marek l'a suivie jusqu'à la rivière. Vérifie si le bateau en bois est sûr. Confirme qu'il n'y a aucun problème. Pour être rassuré de la laisser ramer seule. L'attention d'Irène la rend à la fois impuissante et furieuse. Elle ne se retourne pas, et rame vers le domaine de l'autre côté de la rivière. Quelques jours plus tard, Marek se rend au cimetière pour visiter son bon frère. Alors qu'il s'apprête à rentrer chez lui, sa belle-mère et son frère cadet lui barrent la route. Sa belle-mère, souriante, l'invite à dîner chez eux ce soir, parce que sa fille ne sait pas depuis quand elle a commencé à sortir avec Clara, sachant que la situation familiale de Clara n'est pas mauvaise. La belle-mère non seulement ne s'y oppose pas, mais elle invite chaleureusement à venir chez elle en tant qu'invitée. Marek sait que la belle-mère n'a pas vraiment envie de l'inviter. C'est juste qu'après le dernier procès, la réputation de son frère a gravement chuté. Les créanciers viennent les uns après les autres réclamer leur argent. La belle-mère n'avait pas d'autre choix que de vendre la maison. Marek, pour conserver l'ancienne maison de son père, a utilisé toutes ses terres et son bétail, pour les mettre en hypothèque, afin de racheter la maison et de la mettre à son nom. Cette fois, la belle-mère est venue, en réalité, juste pour obtenir une promesse de Marek, en espérant qu'il ne les chasse pas, elle et son fils, afin qu'ils aient un endroit pour s'abriter dans l'avenir. Comment me considérez-vous, au juste? Vous pouvez y rester jusqu'à la fin de votre vie, mais je ne peux pas élever votre fils. Pendant cette période, Marek est toujours occupé à reconstruire la maison de campagne. Il réprime sa nostalgie, et ne traverse pas la rive pour voir Irena. Et Irena ne se dérobe pas non plus, pour raconter à sa sœur qu'elle a été rejetée par son frère. Peu de temps avant, elle sourit faiblement en disant qu'elle n'était pas triste, juste qu'elle ne comprenait pas pourquoi un homme pouvait accorder tant d'importance au statut, et à la classe sociale, au point de préférer abandonner l'amour, pour ne pas se perdre dans ses pensées. Irina consacra toute son énergie à s'occuper des champs, mais la technique de culture de l'avoine qu'elle avait rapportée de l'extérieur fut détruite par une inondation. Les experts financiers ne blâment pas les échecs sur des catastrophes naturelles, mais disent qu'une femme comme elle ne comprend absolument rien à ces choses-là, et ne devrait pas chercher à être créative. Bien que l'amour et la carrière aient tous deux blessé Irena, elle a été meurtrie, mais son optimisme n'a pas été détruit. Elle a demandé à la domestique de lui apporter des affaires nécessaires au quotidien pour elle, de Marek en réalité pour obtenir des informations sur Marek. Elle a remarqué qu'il y avait quelque chose entre les deux jeunes, pas simple,
Alors elle a pris l'excuse de remercier, et a demandé à la servante d'inviter Irena à dîner. Cependant, Irena avait clairement traversé la rivière en bateau. Mais à l'heure du dîner, elle n'était toujours pas chez Marek. Au crépuscule, Clara s'inquiétait et cherchait quelqu'un. C'est à ce moment-là que Marek a appris qu'elle avait disparu. Il s'est précipité vers le domaine de l'autre côté de la rivière, pour demander à tous les domestiques des nouvelles d'Irena. En écoutant la servante, il a appris que la dernière fois qu'on l'avait vue, elle se dirigeait vers la rive. Marek a immédiatement eu un mauvais pressentiment. Il a conduit tout le monde à chercher le long de la rive, et quelque part en aval. Il a vu une petite barque, mais il n'a trouvé aucune trace d'Irena. Elle est sûrement tombée du bateau. Une servante dit, mais Irena nage très bien. Clara dit avec inquiétude. Les paroles de Clara n'apaisent pas le cœur inquiet de Marek. Au contraire, elles augmentent son angoisse. Il ne connaît pas la fatigue. Il rame sans cesse, cherchant du soir au matin. Il jette les filets de pêche, mais sans résultat. L'un des serviteurs, en tirant le filet, il est malheureusement tombé du bateau dans l'eau. Après avoir été sauvé, il a dit qu'il semblait avoir vu quelque chose sous l'eau. Marek ne l'a pas laissé finir, et a immédiatement plongé dans la rivière glacée. Mais heureusement, ce n'était que des algues, pas Irena. Après plusieurs recherches infructueuses, tout le monde en a tiré une conclusion. Ils ont même fait appel à un prêtre pour organiser les funérailles d'Irena. Cependant, Marek n'y croyait pas, ne voulait pas non plus abandonner, continuer à ramer en cherchant sur la rivière. En même temps, Rimko a demandé à la servante d'Irena d'apporter les vêtements qu'elle avait portés pour que le chien puisse les sentir, puis de chercher la maîtresse. Après 2 jours et nuits de recherche sans dormir ni se reposer, toujours sans résultat, Irena semblait avoir disparu de la surface de la terre, et Marek n'avait ni mangé ni bu pendant 2 jours. Le remords et le regret l'ont englouti. Jusqu'au 3e jour, il devait aussi faire face, comme une âme en peine agenouillée sur le sol, plaçant ses maigres espoirs en Dieu. La scène de sa première rencontre avec Irena, ainsi que son sourire était gravé dans son esprit. Il savait que la perdre était une punition, pour avoir refusé l'amour. Sortant de l'église, il s'assit hébété sous un arbre. Mais à ce moment-là, le chien de compagnie a soudainement couru vers lui, et n'a pas cessé d'aboyer à côté de lui. Marek l'a suivi à contre-cœur, au fond de la forêt derrière. Il a de nouveau entendu des appels à l'aide faible. « Aide-moi, Irina !» Il a couru, ému, vers les appels, et a trouvé Irina faible dans la cave à vin. Il a rapidement sauté, et a pris dans ses bras la personne incapable de bouger. Et Irina a montré sa faiblesse pour la première fois devant lui. Il s'avère qu'après avoir ramé jusqu'à l'autre rive, elle avait prévu de prendre un raccourci pour rentrer chez elle. Marek n'a pas fait attention à la cave à vin abandonnée sous ses pieds. Marek a serré Irina fort dans ses bras. Il a retrouvé ce qu'il gardait obstinément dans son cœur. Enfin, tout a changé. Tu as mal quelque part ? Il s'inquiète et demande à propos de ta jambe. Il ne sait pas si elle est foulée ou complètement cassée et immobile. Arina murmure, tu vas me porter, je ne suis pas trop lourde ? Tu es légère comme une plume. Je vais te porter jusqu'au domaine. Le bateau vient d'accoster, il s'excuse précipitamment, et prouve par ses actions concrètes qu'il ne fuira jamais, plus ses sentiments. En voyant Irena revenir saine et sauve, tous les domestiques du domaine étaient à la fois émus et heureux. Marek l'a soigneusement portée jusqu'à sa chambre, puis il a veillé devant la porte toute la nuit. Le lendemain, quand il s'est réveillé, Irena était déjà au salon. Elle a fait signe à Marek de s'asseoir. Elle lui a dit qu'elle ne pouvait plus attendre, de peur qu'il change d'avis. Pas du tout, il a promis qu'il ne changerait pas d'avis. C'est juste qu'il n'avait pas encore de bague de fiançailles. Il n'avait jamais pensé que le ciel te favorise encore. Marek est timide. J'ai trouvé une solution à ce problème. Tu ne pourras plus t'échapper. Elle pousse la boîte sur la table vers Marek. Marek l'ouvre soudainement, son cœur bat fort. Il semble que tout était prédestiné. Veux-tu m'épouser ? Oui. Marek, ému, prend la moitié de sa bague. Les 2 morceaux s'emboîtent parfaitement. Cet anneau ancien contenant amour et promesse, après 25 ans de scellement, ne fait plus qu'un. Mais relie étroitement un couple amoureux. Le jour du mariage, tout le village vient assister à ce destin merveilleux, et offrir leurs vœux sincères aux jeunes mariés. Après le mariage, Marek retourne au manoir Auguste. Mais désormais, il n'est plus le serviteur ici, mais Senam, le nouveau maître de maison. Peu de temps après, la sœur se prépare également à retourner à Paris. Clara, en tant que fiancée de celle-ci, la soutient pleinement, et promet de rester à Paris avec elle pour terminer ses études, avant de célébrer leur mariage. Le frère cadet a entendu dire qu'au pays natal de son beau-frère, il y avait de grandes affaires à faire, et il a laissé leur mère seule, pour les suivre seuls.
Marek espère seulement qu'il pourra travailler dur, et ne pas causer plus de problèmes à sa sœur restante. Il n'a pas le droit ni l'envie d'intervenir. Après avoir fait ses adieux à ses proches, il est retourné dans sa maison à la campagne. Il a emmené elle et Rimko au domaine pour profiter de leurs vieux jours. Quant à sa belle-mère, il a tout fait par devoir et par respect. Pour le temps qu'il lui reste, il ne sera qu'avec ses vrais proches, et vivra une vie libre, que tu n'avais jamais osé rêver auparavant.